Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un entretien que j'ai eu avec un YouTuber qui est assez connu dans la communauté crypto, qui s'appelle Alexandre Vinal. Sa chaîne s'appelle CoinTips. Alors avec Alexandre, on se connaît depuis quelques temps pour la simple et bonne raison qu'on est quasiment voisins, puisqu'il habite lui aussi à l'île Maurice. Et je pense que pas mal d'entre vous le connaissent via donc sa chaîne YouTube, encore une fois, qui s'appelle CoinTips. Donc voilà une interview que j'attendais impatiemment, car Alexandre a des vues très intéressantes sur pas mal de sujets que nous allons aborder tout de suite. Donc je vous laisse découvrir cela et on se retrouvera juste après. Voilà, c'est parti. Alors bonjour Alexandre. Bonjour Dimitri. Avant toute chose, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Et ben voilà, donc on est avec Alexandre Vinal, tu as monté cette chaîne qui s'appelle CoinTips, que beaucoup d'internautes doivent connaître. Et je suis certain que parmi ma maigre petite communauté, il y en a beaucoup qui doivent te connaître déjà. Donc, CoinTips, une chaîne qui est plutôt spécialisée sur on va dire les altcoins. Mais je trouvais très intéressant, ça tu vas nous l'expliquer, c'est plutôt toi qui vas nous en parler parce que ce n'est pas tout à fait le cas non plus. Je sais que tu parles aussi beaucoup du Bitcoin, évidemment. Oui, bien sûr. Et donc, je vais te laisser tout simplement, on va démarrer l'interview direct et je te laisserai, pour commencer, je pense que le mieux, c'est que tu nous dises un peu d'où tu viens, comment tu es rentré dans les cryptos et comment tu en es arrivé là, quoi, tout simplement. Ouais, alors on va essayer de faire court pour le coup. Donc moi, j'ai commencé en fait dans les cryptos quand j'étais encore en école d'ingé. On était en 2013-2014. Mais en fait, moi, j'ai eu beaucoup de casquettes en fait dans les cryptos. J'ai commencé en tant que plus personne qui s'y intéressait de par l'aspect technologique, où j'ai vraiment commencé en fait dans le dur à apprendre le fonctionnement du Bitcoin, sur comment est-ce qu'on développait un petit peu un écosystème autour du Bitcoin. Donc pas du tout avec la casquette investisseur, et donc forcément, on fait pas forcément les bons choix d'achat et de revente quand on a uniquement l'aspect technique. Et à partir de l'année 2016-2017, c'est là où j'ai commencé un petit peu à me pencher plus sur les cryptos et le Bitcoin d'un point de vue plus investisseur, où là j'ai adopté plus une approche, on va dire, à moyen long terme, de l'investissement classique, où tu achètes sur une longue période de temps, mais voilà, sans faire du trading ni rien. Et ensuite, j'ai encore changé en fait de casquette dans les cryptos, plus en 2018-2019, où là j'ai plus adopté une casquette de investisseur trader, où j'ai commencé, on va dire, à rechanger un petit peu, on va dire, de stratégie, pas que faire du long terme, mais en faisant un petit peu un mix des deux. Et aujourd'hui, je fais principalement, on va dire, de ce que j'appelle de la gestion active. Donc ça veut dire que je vais être amené à acheter et vendre sur une période plus ou moins longue des crypto-monnaies en fonction tout simplement de leurs caractéristiques. Du Bitcoin, ça va être sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Des altcoins, ça peut être quelques semaines, voire quelques mois, en fonction du risque, en fonction de la volatilité, en fonction des fondamentaux qui vont être derrière, et des choses comme ça. Donc on va dire que j'ai un petit peu eu toutes les casquettes, on va dire aujourd'hui sur les cryptos, mais j'y ai été amené à la base. J'ai envie de dire, j'en ai aucune idée en fait. Je sais plus du tout. Qu'est-ce qui m'a réellement amené en fait sur les cryptos? C'est juste l'aspect un petit peu geek à l'époque, l'aspect technique. Ça m'a intéressé. Voilà, franchement, j'ai pas été chercher plus loin sur le pourquoi du comment, quoi. Ben alors, la première fois, du coup, où tu as acheté des bitcoins, c'était quoi, en 2014? 2013, il me semble, sur Bitstamp. Euh, le seul bon choix que j'ai fait à l'époque, ça n'a pas été de partir sur Mt. Gox, ça a été de partir sur Bitstamp comme plateforme d'échange. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais Bitstamp n'était pas en plus la plus connue, hein. C'était Mt. Gox qui était la plus connue, la plus utilisée. Pour une raison que j'ignore, j'étais parti sur Bitstamp. Ouais, ça s'est plutôt bien passé à l'époque. Mais après, c'est pas des bitcoins que j'ai été amené à conserver. À l'époque, tu achètes tes bitcoins pour quelques centaines de dollars, ce qui déjà à l'époque pour moi représentait beaucoup. Surtout que j'étais en stage, hein, donc voilà, tu étais payé.
à tout casser, tu étais payé 1000 balles par mois. Donc, dès que tu commences à mettre 500 balles en fait dans le Bitcoin, tu vois, il suffit que ça bouge un petit peu pour que tu commences à, à faire un petit peu de tout et n'importe quoi. Donc, c'est pas forcément des Bitcoins que j'ai pu conserver, mais en tout cas, ouais, les premiers en 2013, ouais. Ouais, très intéressant. J'aime beaucoup. Il y a quelqu'un que j'entendais qui disait qu'il est plus risqué, il était plus risqué d'acheter des bitcoins en 2012 ou en 2013 quand il valait beaucoup moins qu'aujourd'hui que ça ne l'est aujourd'hui. Alors, je trouve ça très amusant, mais en fait, il y a de la vérité là-dedans. Bien C'est-à-dire qu'à sûr. l'époque, on est, voilà. Bah, à l'époque, c'était le Far West. Ça l'est toujours, mais ça l'était encore plus. Bah, tu vois, tu te trompes de plateforme d'échange. Bah, tu partais sur Mongox, sur BTCE ou toutes ces conneries. Tu avais de très très grandes chances en fait de perdre tout ce que tu avais acheté. Et il fallait retirer sur son portefeuille. Il fallait savoir le faire. Et à l'époque, il n'y avait pas tous les ledgers et les trucs comme ça. C'était les portefeuilles classiques, mais avec tous les risques qu'il y avait autour, quoi. Donc oui, oui, non, clairement. D'un point de vue investisseur, j'ai envie de dire non, mais lié à la technologie, par contre, oui, parce que il suffisait que tu mettes pas grand-chose pour gagner beaucoup. Aujourd'hui, on peut plus espérer faire les plus-values en fait que les personnes qui ont investi à cette époque ont fait. Mais par contre, aujourd'hui, tu peux investir bien plus sereinement, quoi. Ça, c'est clair. Ouais, c'est clair. Alors, de ce que tu as dit, si j'ai bien compris, en fait, finalement, c'est vers 2018-2019, ce que tu nous disais en introduction, que tu as assis finalement presque une nouvelle stratégie par rapport à ce que Ouais. tu faisais avant. Bah Donc, ouais, effectivement. on va dire un petit peu après la folie de 2017, quoi, hein. C'est les années où tu as pu asseoir une nouvelle stratégie. C'est un petit peu ça? Ouais, ouais, bien sûr. En fait, j'ai toujours été amené à tout le temps évoluer, à jamais en fait me reposer sur mes acquis. Et c'est vrai que j'ai essayé de ne pas subir en fait la phase de bear market, juste en mode j'ai acheté, je vais holder et puis basta. Euh, donc je sais pas si ça a coupé ou pas là. Ouais, je crois qu'il y a eu une petite coupure, hein. Bon bref. Euh, Ouais. C'est pas grave, je ferai le remontage. T'inquiète pas. ok, ok. Alors, Donc, essaie de repartir sur juste là, quand je t'ai posé la question sur ce qui s'est passé pour ta nouvelle stratégie à partir de 2018-2019. Donc c'est vrai que moi dès 2018 j'ai essayé en fait de pas juste subir en fait la baisse comme ça a été le cas pour la plupart des gens. Je me suis quand même bien rendu compte que la fête était terminée et que on allait avoir, en tout cas je savais pas combien de temps ça allait durer, mais qu'on allait avoir un train plutôt baissier qui allait être plutôt une phase d'opportunité que autre chose. Et donc ce que je me suis dit en fait c'est que je vais pas subir. Donc j'ai quand même beaucoup vendu on va dire sur les crypto-monnaies en fait bon les faibles cryptos hein. Moi, la grande réussite que j'ai eue en 2017, ça a été en fait de pas m'éparpiller sur tout et n'importe quoi. Donc j'ai fait aucune ICO, j'ai pas investi en fait dans les shitcoins de 2017. Je me suis vraiment uniquement concentré sur Bitcoin, Ether et XRP. Et c'est à peu près tout. Et aussi bon aussi un petit peu de Cardano et de crypto comme ça que j'avais acheté également qui me semblait intéressante. Mais c'est tout. Vraiment, j'étais resté très très concentré en fait sur les principales crypto-monnaies et ça m'a plutôt bien réussi dans le sens où ce sont celles quand même qui ont le moins perdu de valeur. Et après, j'ai été capable de me repositionner en fait dessus. Et j'ai pas fait l'erreur en fait de me repositionner sur les anciens projets à la Tron, à la Neo, à la IOTA, etc. Tous les projets un petit peu tendance de 2017 qui, à mon avis, bah aujourd'hui, de toute façon, on peut le voir, ça aurait été une grosse erreur en fait de se repositionner en fait massivement dessus. Aujourd'hui, ça a certes performé, mais ça a totalement sous-performé le Bitcoin et toutes les nouvelles crypto-monnaies qui, pour le coup, étaient bien plus intéressantes. Euh, donc, euh, donc clairement, j'ai beaucoup appris de toute façon durant toute la phase de baisse. Donc j'avais appris une première fois déjà en 2014-2015. C'était pas forcément la meilleure année non plus pour commencer, hein. Il y avait eu toute la hausse de 2013. Enfin bref, il y avait eu le hack de Mongox, etc. Donc j'avais quand même bien compris que c'était ultra volatile et qu'il fallait quand même faire attention. Euh, mais euh, mais clairement, ouais. Et surtout, 2019-2020, je me suis vraiment mis sur une approche de gestion active dans laquelle je n'avais plus aucun scrupule à vendre mes bitcoins. Ça, c'est vraiment c'est un cas psychologique pour moi que j'ai passé.
avant, ça paraissait compliqué, mais au final, je me suis vraiment mis en mode purement investisseur et j'ai mis un petit peu de côté en fait tout l'aspect idéologique que je pouvais avoir autour du Bitcoin en fait. Même si je l'ai encore, hein, Ok. mais en tout cas, j'ai plus aucun scrupule à vendre mes Bitcoins aujourd'hui parce que je sais que je pourrais correctement les racheter. Enfin après voilà, c'est toujours les vendre pour les racheter. Le but c'est pas juste de les vendre en mode panique, absolument pas, mais juste pour optimiser. C'est pour optimiser simplement la performance et réduire le risque lié à des baisses qui sont toujours possibles en fait sur le Bitcoin, quoi. Absolument. Absolument. Bon, très intéressant. Justement, alors on va y venir, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. C'était une longue introduction, on va dire, mais on va sûrement revenir sur des thèmes que tu as abordés. Alors, ma première question, c'est est-ce que tu as plutôt une approche justement trader ou hodler? Donc, ça, je sais que tu as un petit peu abordé le point, ou bien les deux en fonction des différentes cryptos dans lesquelles tu investis. C'est un peu ça, en fait, aujourd'hui, si tu veux investir dans tout ce qui touche dans les petits projets de la Binance Smart Chain, sur les écosystèmes, par exemple, de Polygon, de Solana, de Polkadot, etc., on peut pas le faire avec une approche de trader. C'est pas possible, t'as pas suffisamment d'historique, t'as pas suffisamment de liquidité. Il faut accepter, en fait, tu as un risque qui va être géré de manière différente. Et donc, sur ces projets-là, clairement, hein, donc tu as tous les projets comme le Cake, le Venus, le Bunny, tous ces projets-là, en fait, je suis rentré dedans en mettant une cartouche, mais sans avoir une gestion du risque. Ça veut dire que clairement, je savais en fait que je pouvais tout perdre. Et ça, pour moi, c'est clairement le typique buy and hold. Et en utilisant après toute la puissance du farming, en mettant ensuite en farming tout ça, et tu peux vraiment commencer à gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Ça fonctionne dans une phase de bull market. Je suis pas dupe. Je vais bien évidemment ensuite m'en séparer dès qu'on va commencer à avoir un retournement de tendance. Mais je vais toujours utiliser, on va dire, les indicateurs techniques sur le Bitcoin et l'ensemble du marché pour savoir en fait quand ce sera le moment de vendre ces crypto-monnaies-là. Donc je ne vais pas directement les trader, mais par contre je suis pas naïf, elles vont bien évidemment se prendre une grosse claque arriver à un moment ou à un autre. Et le but c'est clairement en fait de m'en séparer bien avant. Mais en tout cas, sur ces projets-là, tu es obligé en fait de faire du buy and hold. Tu es obligé en fait d'accepter la volatilité, de te prendre des baisses de 80% pour que ça puisse ensuite repartir. Sur le Bitcoin, l'Ether et toutes les principales crypto-monnaies, là pour le coup, j'ai une approche bien différente dans laquelle où le Bitcoin, dans une phase de bull market pour moi, c'est la référence. Donc ça veut dire que avant le début du bull market, j'étais déjà complètement investi en Bitcoin. Et ensuite, j'ai diversifié en fait sur les alts en fonction des signaux, principalement dans le but de surperformer le Bitcoin. Et donc là, en fait, là où ça paye le plus, c'est en ce moment. Parce que là, il y a une baisse massive de la dominance du Bitcoin. On est passé en fait de 70% à quasiment 40%. Et c'est là en fait où tu es capable d'accumuler en fait davantage de Bitcoin grâce aux altcoins. Ça, c'est principalement, on va dire, ça que j'ai fait. Bien que j'ai aussi été capable de maintenir une position sur l'Ether, parce que j'estime que l'Ether, voilà, ça reste la première altcoin et celle qui est aussi amenée à prendre beaucoup de valeur. Mais voilà, j'hésite pas à vendre par exemple de l'Ether sur les 4000 $ pour me reallouer en Bitcoin ou des choses comme ça. En tout cas, vraiment, je n'hésite pas à le faire. Mais voilà, sur ces grosses crypto-monnaies-là, c'est plus une approche en mode swing trading, quoi. C'est on se positionne sur plusieurs mois, voire plusieurs années en fait sur le Bitcoin. Hein. Ça fait pas encore un an que je suis complètement dessus, mais ça fait pratiquement un an maintenant. Donc voilà, c'est vraiment en fonction des cryptos, mais toujours en gardant en tête que n'importe quelle crypto va subir une baisse, va subir un marché baissier et va se prendre une claque de moins 90%, voire même plus. Ça, je l'ai toujours en tête et je ne veux absolument pas le subir, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Donc, tu essayes quand même d'une certaine façon de timer le marché par moment. C'est-à-dire qu'à un Mmh. moment donné, là, quand tu sens que c'est parti trop, tu vas vendre. En tout cas, tu vas Ouais, en fait, t'alléger de certaines positions. on time pas exactement parce qu'on sait jamais en fait exactement quand ça va arriver, mais en tout cas, oui, c'est de la réallocation. C'est tu vends ce qui monte pour racheter ce qui a stagné et ce qui a des chances de remonter. Là, tu as un Bitcoin qui stagne. Bah, pour moi, ce qui me paraît cohérent, c'est profiter de la hausse sur les alts. Et quand tu estimes que ça a Ouais. trop monté, comme là, à mon avis, on n'en est pas trop loin, tu vas revendre une partie des alts pour te remettre en Bitcoin. Mais après, voilà, tu as un aspect timing qui fait qu'il faut assumer
que les alts peuvent encore continuer à monter durant plusieurs semaines, voire quelques mois, et que tu vas un petit peu sous-performer, mais ça fait partie du jeu. De toute façon, on n'est pas capable de timer parfaitement le marché, et il faut surtout pas essayer en fait de le faire. Parce que sinon, en général, tu vas juste faire n'importe quoi. Donc c'est pas vraiment timer le marché, mais c'est juste du bon sens, quoi. Après, c'est juste du bon sens. De toute façon, l'investissement et le trading, très souvent, c'est voilà, tant que tu es raisonnable et que tu as du bon sens, en général, tu y arrives. Tout ce qui monte va pas être amené à faire que monter, donc voilà. En gros, de toute façon, en gros, personne vend au plus haut ou n'achète au plus bas, ça n'existe pas. On est bien Oui, oui, d'accord. non, clairement, clairement. Mais on essaie toujours de faire à peu près correctement. Et là, on est plus proche d'une zone de correction sur l'Ether, même si il y a encore un potentiel qui est très important. Là, après, c'est plus sur du court moyen terme. Mais sur le Bitcoin, c'est pareil. On n'est pas forcément sur un top, mais il vaut mieux acheter quand les gens ne s'y intéressent pas. Là, tout le monde est intéressé par les alts aujourd'hui. Tout le monde est intéressé par le Dogecoin, tous les gros shitcoins qui sont en train de monter. Ben moi, je suis plus intéressé par ce qui justement ne monte plus, consolide, parce que quand ça va commencer à rebouger et que ça va repartir, moi, je serai déjà en fait dans une optique de vendre et tout le monde va se réintéresser au Bitcoin. Tu verras si jamais le Bitcoin recasse la zone des 60 000 et repart sur une vague haussière, tout le monde va s'y intéresser. Ce sera le moment de vendre. Et en fait, vraiment, il faut essayer en fait de toujours avoir un coup d'avance. Parfois ça marche et parfois ça marche pas, on se le cache pas. Mais voilà, le but c'est d'essayer en fait de le faire parce que c'est ça qui paye le plus, quoi. Ouais. Ok. Comme tu le sais, à l'heure où nous parlons, on a eu ce tweet d'Elon Musk cette nuit, on a eu une belle chute du Bitcoin Ouais, dans la ouais. nuit. On s'est réveillé ce matin avec un Bitcoin qui était à moins de 50 000 $. Donc oui, ça peut être des très bonnes opportunités. Effectivement, je pense que le trade de l'année pourrait être de vendre de l'Ether aujourd'hui et de racheter du Bitcoin maintenant avec ses performances sur l'Ether. En tout cas, c'est ce Bon, que ça moi m'amène. j'étais amené à faire, mais c'est à mon avis ce qu'il faut faire. En tout cas, c'est vendre ce qui a énormément monté pour racheter, après pas n'importe quoi, mais racheter ce qui peut être amené à remonter plus tard. Bah, c'est la base même hein, de l'investissement et de la gestion de portefeuille. Hein. C'est tu vends ce qui monte. Et c'est pour ça également que le Bitcoin a une certaine corrélation avec le marché financier. Et ça, de toute façon, je pense qu'on en parlera après. Donc voilà, Ouais. j'en dis pas plus. Ouais, ouais. Alors, ça m'amène d'ailleurs à ma deuxième question qui est, bon, tu as connu le marché de 2017, donc on peut dire que tu es vacciné. Comment as-tu vécu les années 2018-2020? Est-ce que tu avais fortement allégé tes positions ou est-ce que tu avais juste rééquilibré finalement? Bah oui, donc j'ai fortement allégé en fait mes positions en 2018. J'avais également compris que les ICO étaient très très mauvaise idée. Bon déjà, comme je te l'ai dit, hein, j'ai pas touché aux ICO en 2017, encore moins en 2018. C'était les pires parce que autant celles de 2017 ont délivré de la performance, toutes celles de 2018 ont été un échec cuisant. Donc tous ceux qui ont investi dedans, ils ont tous perdu de l'argent. J'avais bien compris en fait que tout ça ne marchait plus. Et donc, moi, ce que j'ai adopté comme stratégie, en fait, c'est tout bête. C'est même ce que j'ai présenté, en fait, dans mes formations. Dès le début, en fait, quand j'ai fait mes premières formations, ça a été, en fait, de faire un portefeuille tout bête, un portefeuille qui a été inspiré, en fait, des marchés traditionnels, avec une certaine pondération en Bitcoin, en Ether, dans les principales alts, avec du Cardano, du BNB, toutes les principales crypto-monnaies, en fait, qui me paraissaient intéressantes, et qui, à mon sens, avaient des fondamentaux suffisamment solides pour justement être capable de résister ou en tout cas de survivre au marché baissier pour après justement performer massivement sur un marché plutôt haussier. Ça m'a plutôt bien réussi en fait sur les principales crypto-monnaies en fait que j'ai pu choisir. Même si on se le cache pas, elles ont toutes plus ou moins monté. Mais concrètement, j'estime que le BNB a été un pari vraiment gagnant. Le Cardano également, hein, qui pour le coup a refait un nouveau plus haut. Et en gros, voilà, ça a été de l'accumulation toute bête en mode DCA. C'est tu accumules tous les mois et toutes les personnes qui ont suivi justement cette stratégie aujourd'hui, ils ont tous, je dirais pas plusieurs millions dans les cryptos, mais honnêtement, ils en sont pas loin. Parce que il fallait pas investir énormément, il fallait investir tous les mois dans le Bitcoin, l'Ether, le BNB, le Cardano, quand ça valait rien, quand personne voulait en acheter, quand plus personne voulait en acheter, et il fallait tenir. Et le plus dur, ça a été ensuite de tenir les positions durant l'année 2019 et surtout l'année 2020
Malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont craqué en 2020 quand il y a eu la baisse en mars 2020 liée à la crise du Covid. Mais tous ceux qui ont tenu leur position, qui n'ont pas vendu, qui ont même encore acheté, aujourd'hui, ben, ils en récoltent, on va dire, tous les fruits. Mais ça a été un travail de longue haleine sur plusieurs années quand personne te disait en fait qu'il fallait investir et quand c'était à contre-tendance d'investir. Et c'est là en fait toute la difficulté. Bien sûr que tu passes par des moments où des fois tu te dis bon ben est-ce que ça va repartir, tu vois. C'est obligatoire, j'ai envie de te dire, on peut pas être en mode ultra confiant à 100% après 1 an, 2 ans où le marché stagne ou baisse. Bien sûr que tu as quelques petits moments de doute, mais au final au fond de toi tu restes quand même convaincu que il y a quand même des trucs derrière qui feront que ça peut repartir. Et on a tous misé sur une arrivée des pros, une arrivée en fait des institutionnels, et au final ça a payé parce que c'est exactement ce qui est arrivé. Donc après voilà, ça reste de l'investissement. On n'est jamais sûr à 100% de réussir, mais voilà, quand tu mets les pieds au bon moment et que tu fais correctement les choses, bah, ça paye parfois. Et là pour le coup, ça a plutôt bien payé quoi. Ouais, ouais, c'est clair. C'est très intéressant ce que tu dis. Ça m'amène à ma question suivante, qui est comment est-ce que tu vois, tu vis le marché depuis le début de cette année? Est-ce que tu es euphorique ou est-ce que tu as une attitude plus contrarienne? Alors, je dois dire, moi, à titre personnel, j'apprécie beaucoup cette attitude, on va dire un peu contrarienne que j'ai déjà pu lire chez toi. Et c'est quelque chose que je trouve assez plaisant parce que je sais que ça fonctionne pas mal. Alors, dis-nous un petit peu comment tu te En fait, places ouais, par rapport à ça. pour moi, il faut toujours être à contre-courant. Ça veut dire que en 2019-2020, quand je faisais en fait des vidéos pour dire il faut acheter du Bitcoin, dès que tu avais une petite baisse du Bitcoin, tu t'en prenais plein la gueule. Et moi, pour le coup, en fait, tu vois, ça, je m'en foutais parce que moi, je restais persuadé en fait que c'était intéressant d'acheter en fait du Bitcoin bien en dessous en fait des 10 000 $. Et aujourd'hui, pour le coup, alors que tout le monde justement est en mode il faut acheter, ben, c'est là où justement je commence à avoir mes réserves et à me dire il faut commencer à faire attention. Comme toujours, il faut toujours essayer en fait d'avoir un temps d'avance. Aujourd'hui, c'est plus le moment en fait de se poser la question est-ce qu'il faut acheter. Ben, tu vois, je pense que c'est évident. Mais pour la plupart des gens, ils sont encore en mode à se poser la question est-ce que je dois acheter. Est-ce que le Bitcoin c'est intéressant, est-ce que l'Ether c'est intéressant. Mais c'est beaucoup trop tard en fait. Tous ceux qui se posent ces questions-là, ils sont déjà en fait en retard et ils comprennent pas en fait qu'ils vont rentrer dans un train qui est déjà quasiment en train de se terminer. Il y aura certes encore un petit peu de potentiel de hausse, mais honnêtement, le risque est trop important, donc c'est plus intéressant. Et ça, en fait, c'est pas ce qui fait plaisir aux gens. Donc forcément, en fait, tu as l'impression d'être contrarié, mais pour moi, en fait, tu es juste en train de dire ce qu'il faut dire. Et c'est juste, en fait, du bon sens. Mais bon, on est inondé, en fait, de gens qui n'ont pas d'expérience et qui sont drivés, en fait, par les émotions. C'est autant valable sur Twitter, sur YouTube, etc. Donc, tu as l'impression, en tout cas, c'est mon avis, hein, d'être contrarien. Mais pour moi, en fait, c'est juste, t'es là où il faut être. Et au contraire, ceux qui sont en mode acheter maintenant, mais c'est eux en fait qui sont déjà en retard en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que voilà, c'est toujours pareil. On dit en fait toujours ce qu'il faut faire dans la théorie, mais il y a peu de personnes pour l'appliquer dans la pratique. On te dit en fait tout le temps, faut acheter quand personne veut acheter, faut vendre quand tout le monde veut acheter. Mais tu vois, en fait, toi tu le fais, et quand tu le fais, tu as l'impression en fait de faire l'inverse de ce que font les gens. Et pourtant, c'est la pure théorie en fait pour correctement investir. Et toi, en fait, quand tu l'appliques, tu as l'impression effectivement d'être contrariant. Mais pour moi, non, absolument pas. Vendre du Non, mais Bitcoin, parce que là, je vais prendre juste leur défense à tous ces gens, juste pour dire que ce n'est pas toujours facile. Parce que, rappelle-toi, mars 2020, lorsqu'on voit des chutes très violentes, même si toi, tu te dis, waouh, c'est les sols, tu vois, mais prenons même ce qui s'est passé cette nuit, il y a toujours un moment où tu dis, ah, bon sang, c'est quand même beaucoup plus violent. Et quand on est face à ça, d'aller dans ce mouvement-là, en fait, tu sais très bien qu'à ce moment-là, les gens sont ultra vendeurs parce qu'il y a un mouvement de panique. Alors, bien sûr, c'est les moutons, bien sûr. mais oui, mais Et en fait, là, tu fais partie des gens qui sont émotifs. C'est-à-dire que déjà, en fait, dès c'est l'instant ça. où tu as compris qu'il ne fallait pas être émotif dans ce marché, tu as déjà, on va dire, compris la plupart de ce qu'il fallait comprendre pour réussir à gagner en fait sur le long terme. Si là, tu es émotif avec un Bitcoin qui perd 15%, effectivement, en fait, tu feras pas long feu. Mais c'est ça le problème, c'est que, mais ça c'est partout pareil, mais c'est ce qui drive les marchés.
Et les personnes qui gagnent en fait dans ces marchés ne sont pas les gens qui sont émotifs. Ceux qui paniquent dès que tu commences à avoir une baisse, malheureusement, ce que j'ai envie de leur dire, c'est allège massivement ton portefeuille parce que tu ne seras pas capable en fait de gagner si tu as autant d'émotions maintenant. Et comme tu ne seras pas capable de tenir une position, et c'est pour ça que la plupart des gens, rappelle-toi, au début du bull run, dès que tu as eu un Bitcoin qui a commencé à dépasser les 20 000 $, on commençait déjà à voir partout des personnes dire prenez vos profits, vendez, etc. Et c'est toujours pareil. C'est toujours il faut toujours faire l'inverse. C'est-à-dire que voilà. C'est extraordinaire. Non, mais c'est un point que je trouve extraordinaire quand même. C'est un point de toute façon qui, je sais, passionne les gens. Les gens sont de toute façon sujets à des émotions. On l'est tous à un moment ou à un autre. Et donc, on sait que c'est un sujet très, très important et on sait que de savoir investir, c'est de savoir mettre ça de côté, très clairement. Après, le problème des émotions, c'est que les gens pensent que les cryptos, c'est un moyen pour leur sortie, pour qu'ils sortent en fait de leur routine, de leur vie, etc. Et ils pensent que c'est un moyen pour eux qui va être simple et rapide de gagner de l'argent. Et le problème, c'est que déjà, en fait, si tu te mets une pression psychologique à te dire il faut que je gagne de l'argent rapidement grâce aux cryptos, bah, en fait, déjà, là, tu fais la première erreur qu'il faut absolument pas faire, c'est se mettre une pression. Déjà, pour investir sereinement ou même pour trader sereinement, il faut jamais se mettre une pression. Il faut jamais se dire dans 6 mois, il faut que je gagne tant. On ne sait pas déjà quand est-ce qu'on va gagner et combien est-ce qu'on va gagner. Moi, j'ai absolument aucun objectif, je me mets aucune barrière psychologique, tu vois. Je peux gagner 1, 10, 15, 20 millions, peu importe. Enfin, j'ai envie de te dire, en fait, dès l'instant où tu te mets une barrière à te dire que je dois gagner tant rapidement, déjà, en fait, là, tu as rien compris et tu fais pas du tout ce qu'il faut. Et ça, j'en vois énormément qui me disent, moi, j'ai 100 000 euros, j'aimerais me payer en fait cette maison qui en vaut 500, je dois faire comment? En fait, là, tu réfléchis mal, en fait, parce que tu ne sais pas combien, tu ne sais pas combien tu pourras gagner, parce que tu ne sais pas ce que fera le marché plus tard. Et en plus de ça, tu vas te mettre une pression psychologique à te dire, je dois absolument gagner 400 000 $ pour m'acheter en fait cette maison. Mais ça, c'est la pire des choses à faire, tu vois. Il faut jamais se mettre une pression. Sinon, tu es amené à être tellement émotif que tu feras n'importe quoi. Donc, ça, c'est le pire ennemi. De toute façon, c'est ça. C'est clair, c'est clair. Bon, très intéressant. Ça m'amène à ma question suivante. On va un peu changer de sujet. Mais je sais que c'est un sujet que tu apprécies et sur lequel tu as sûrement des choses très, très intéressantes à nous dire. Est-ce que tu penses que le marché traditionnel est corrélé au marché crypto ou simplement Bitcoin, disons, et t'attends-tu à une forte correction en cas de chute violente des marchés, comme on l'a vu peut-être en mars 2020 d'ailleurs? En fait, là, je pense qu'aujourd'hui, c'est évident. On a voulu avoir un nouveau cycle haussier. Ce nouveau cycle haussier a été drivé par l'arrivée des institutionnels qui pouvaient justement se positionner en fait sur le Bitcoin grâce à tous les produits dérivés qui sont aujourd'hui légion. Il y en a partout. Il y a tous les contrats futurs. Il y a les ETF. Donc, tu as tout aujourd'hui pour investir en fait dans le Bitcoin. Quasiment tout. Allez, il n'y a pas encore d'ETF aux USA, mais il y en a au Canada. Enfin bref, j'ai envie de te dire aujourd'hui, on s'en fout un petit peu. Certes, le marché américain, ça reste le premier, mais tu peux très bien aller investir sur tous les ETF. Même, il y en a plein également en Europe, il y en a en Suisse, etc. Donc, tu as tous les produits aujourd'hui en fait pour te positionner en fait sur le Bitcoin. Tu as des boîtes qui sont légitimes aujourd'hui, comme Coinbase par exemple, qui permettent justement de faire des grosses opérations pour acheter à coups de milliards, en fait, ce qui n'était pas possible auparavant. Et donc, tout ça, en fait, fait que tous ces acteurs sont bien évidemment eux-mêmes connectés au marché financier et ils vont investir en fait sur les cryptos. S'ils gagnent de l'argent sur les crypto-monnaies, bien évidemment, en fait, qu'ils vont être amenés à prendre des profits. On le voit notamment à la fin des trimestres, ils vont aller faire du rééquilibrage, ce qui peut être amené à impacter en fait le cours du Bitcoin. Donc bien évidemment en fait qu'on est corrélé, on l'a vu avec mars 2020. Il ne faut pas oublier que pour moi le Bitcoin ça reste un actif qui est considéré comme risqué, comme les actions, et que tu auras toujours, quand tu auras justement des pertes qui vont être engendrées en fait d'un côté, on va toujours aller vendre ce qui a performé. Donc le Bitcoin, d'une manière ou d'une autre, sera impacté. J'ai du mal à croire que si on a un marché des actions qui baissent,
qu'on ait un Bitcoin qui monte. Je sais qu'il y a encore plein de personnes dans leur imaginaire, ils pensent que ce sera le cas. Moi, je n'y crois absolument pas. Je pense que si on a un S&P qui est fébrile et qui commence à massivement baisser, on aura des prises de profit massives en fait de tous les gros qui ont justement acheté sur des bitcoins à 15, 20 000, 30 000 dollars, qui vont prendre des profits sans aucun scrupule pour aller justement combler éventuellement des pertes de l'autre côté, voire réinvestir dans d'autres types en fait d'actifs. Donc pour moi, oui, et de toute façon jusqu'à présent, c'est ce qu'on voit. Dès qu'on a le S&P qui commence un petit peu à corriger, boum, tu as un Bitcoin qui baisse. Bon, là, on pourrait dire que c'est à cause de Elon Musk en fait que le Bitcoin a baissé. Oui, on a aussi le S&P qui est en train de se retourner. Alors pour l'instant, ça reste une petite baisse, mais depuis le début de la semaine, donc depuis le 10, le 10 mai, on a eu 3 jours de baisse consécutive. On a eu des chiffres au niveau de l'inflation qui commencent à nous montrer quand même une inflation qui commence à pas mal augmenter. Et donc, la Fed qui va devoir arrêter en fait sa politique justement et qui va devoir remonter les taux à un moment ou à un autre. Et donc, tout le monde anticipe ça et donc forcément, le marché action baisse. Et les crypto-monnaies, malheureusement, ou heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'en même temps, en fait, on l'a voulu. J'ai envie de dire, on voulait avoir tous ces nouveaux produits, tout le monde qui s'excitait par rapport aux ETF, aux contrats futurs, etc. Forcément, en fait, que tout ça fait que on a un marché qui devient de plus en plus corrélé au marché traditionnel. Faut pas vouloir un Bitcoin qui monte, qui est drivé en fait par de l'argent frais et une décorrélation avec les marchés. Enfin, pour moi, voilà, c'est tout va ensemble et ça, il faut l'accepter, quoi. Ouais, je pense qu'il y a énormément de logique dans ce que tu es en train de nous dire. Alors, du coup, ça m'amène à des questions plus macro qui, moi, me passionnent et que j'aborde assez souvent, Ouais. je dirais, sur mes vidéos. Quelle est ton opinion sur justement sur les quantitative easing, hein, l'impression monétaire par les banques centrales et plus généralement sur les dettes des gouvernements? Bah, pour moi, les gouvernements font ce qu'ils ont fait depuis très longtemps. Ils font du court terme et ils n'ont pas de vision à long terme. Donc ça veut dire qu'ils mettent des pansements pour essayer en fait de maintenir une stabilité sociale, pour essayer en fait de limiter les faillites. Et en fait, ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer en fait de maintenir un système qui a besoin d'être changé, on va dire, dans ses entrailles. Le problème, c'est que comme à chaque fois, l'être humain a toujours besoin vraiment d'atteindre les limites pour qu'il fasse des changements radicaux. Sinon, en fait, il ne change pas. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va maintenir le système jusqu'au bout et qu'ils feront des changements vraiment très radicaux que quand ils n'en auront plus le choix. Actuellement, ils ont encore le choix de faire du QE parce que les banques centrales aujourd'hui sont aux ordres des gouvernements, ne sont plus du tout en fait indépendantes et elles sont elles-mêmes prises dans le piège de se dire que si elles ne financent pas les États vont se retrouver en faillite et au final, la Banque centrale n'a pas forcément non plus vocation à ce que les États tombent, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est un piège. Et là, ils sont complètement, on va dire aujourd'hui, dans un piège où ils ne peuvent pas en sortir. Et moi, je pense que ça continuera encore comme ça un bon bout de temps. Tant que la monnaie a une certaine valeur, je pense qu'ils vont continuer. Et, voilà, pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Ouais, ouais. J'aime beaucoup ton analogie et je pense que oui, c'est ce que j'appelle moi le syndrome du dos au mur. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que même quand toi, en tant qu'être humain, tu t'aperçois que pour vraiment changer, il faut très souvent l'être humain il change quand il a vraiment le dos au mur. Ouais, c'est Et un peu ça, ouais. tant qu'il se le prend pas le mur, ben en fait il change pas quoi, hein. Donc c'est un Bah petit ouais, peu ouais. ça, ouais. Ouais, ouais. Mais en fait, Ok. mais en plus de ça, on peut pas leur reprocher. C'est toujours, je trouve, facile en fait de critiquer les personnes qui sont aux manettes, mais en réalité, en fait, ils sont vraiment en train d'essayer d'un côté en fait de maintenir une certaine paix parce que mine de rien un changement comme ça aura un impact sur tout le monde et la plupart des gens ne sont même pas prêts en fait de l'accepter. Donc c'est très compliqué. C'est même pour ça en fait que moi je critique mais pas tant que ça en fait les politiques parce que mine de rien je respecte quand même un petit peu ce qu'ils font et c'est facile de critiquer quand on n'a pas de responsabilité, je trouve. Mais dès qu'on en a, en général, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas forcément toutes les infos et qu'on ne prend pas forcément tout en compte à chaque fois. Maintenant, voilà, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Non, c'est pas bien. Mais la question, c'est est-ce qu'ils ont un autre choix?
Parce Non, que on est tout le temps là à dire ouais, mais en fait les banques il fallait pas les sauver. Mais si on les sauve pas, on se retrouve avec des épargnants qui vont se retrouver avec des pertes, qui peuvent perdre leur pognon. Alors certes, ça aurait fait un ménage, mais est-ce que les gens auraient accepté ce ménage? Tu vois, je suis pas sûr. c'est ce que tu dis est très très juste. Je dirais quand même, je mettrais un bémol sur le fait qu'on en est aujourd'hui là où on en est, avec effectivement, je pense, pas beaucoup de choix pour eux, mais c'est quand même la conséquence de beaucoup d'années Oui, de dérives et de dérives et de dérives qu'on laisse filer, qu'on laisse c'est filer, qu'on sûr. laisse filer. Donc oui, bien sûr, aujourd'hui, prendre les décisions qui font mal, ce serait très compliqué. Mais il y a une époque, je dirais, il y a quelques décennies où ça aurait été Oui, possible effectivement. voilà, voilà. Effectivement, on a donné trop de poids en fait à la finance. Les États Ouais. ont donné trop de poids à la finance et aujourd'hui ça se retourne contre eux et ils sont piégés dans un système en fait qu'ils ne peuvent plus changer parce que ce système-là en fait pourrait les mettre à terre en fait. Non, Donc mais c'est le mot. C'est le mot, tu viens de le dire, ils sont piégés. Moi, je pense que c'est exactement ça, ils sont piégés. Ouais. Alors, bon, super intéressant. Maintenant, on va passer, je vais te poser, je vais passer à la question suivante, même si sur ces sujets-là, on pourrait y passer des heures, hein. ouais, bien sûr. Tu es, Bah oui. tu es spécialisé dans les altcoins. Alors, je ne sais pas si tu aimes que je dise ça, mais bon, tu vas pouvoir expliquer ça. Peux-tu nous dire comment tu les classes? Car altcoin est un terme générique qui devient peut-être obsolète aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Attends, je vais juste fermer la porte. Vas-y, vas-y. Alors, les altcoins, bah non, pour moi, ça reste bon. La définition même de l'altcoin, c'est pas le Bitcoin. Donc pour moi, bon, les altcoins sont toujours les altcoins. Après, je suis peut-être pas certain en fait de comprendre exactement ce que tu sous-entends en fait quand tu me dis ça en fait. Non, c'est pas vraiment que je sous-entends, c'est que alors moi, si j'ai quand même un sous-entendu, c'est d'abord de dire est-ce qu'on va mettre tous les altcoins, est-ce qu'on va dire tout ce qui n'est pas le Bitcoin est un altcoin? Déjà, moi, si tu veux, dans mon esprit, je commence à voir venir, si tu veux, avec l'émergence des NFT d'un côté, l'Ethereum que je mets complètement à part et que je mettrais presque aujourd'hui à part de tous les altcoins, que Oui, je d'accord, mettrais comme d'accord. un. Tu comprends ce que je veux dire? Et Oui, avec tout ce qui se passe dans la DeFi, etc., est-ce qu'on n'a pas finalement quelque chose qui est en train on ne peut plus dire altcoin, quoi, hein. C'est un petit peu ça que je veux dire. il y a différents types d'altcoins en fait. C'est-à-dire que tous les altcoins ne se valent pas. Et effectivement, bon, on a l'Ether. En fait, chaque projet aujourd'hui commence à avoir, en tout cas certains, commence à avoir un certain poids qui les différencie en fait des autres. Effectivement, je pense que l'Ether, le BNB font partie en fait des plus gros projets au même titre en fait que le Bitcoin, même si chacun va avoir ses propres caractéristiques et son propre intérêt. Euh, et puis en plus de ça, oui, on va avoir comme toujours tout un tas en fait d'alcool qui servent pas à grand chose et toujours une minorité en fait qui est vraiment utile. Et on va avoir des secteurs, comme tu le dis, en fait, le secteur des tokens non fongibles, des NFT et de la DeFi, qui en fait aujourd'hui, oui, sont deux choses qui sont très différentes. Ça reste des altcoins au sens, voilà, de la manière en fait dont Ok. ça a été nommé à la base en fait. Mais c'est vrai que oui, ils sont tous différents. On peut pas mettre tous les altcoins en fait dans le même panier. Et oui, ça en tout cas, ça c'est une certitude quoi. Ok. Donc, t'as pas de. Mais en tout cas, on va dire, toi aujourd'hui, par exemple, je sais que tu proposes, je crois, une école où tu, je crois que vous gérez, tu dois proposer une gestion un petit peu active des actifs. Est-ce que dedans, tu vas allouer de la même façon, je dirais, la DeFi, les NFT et peut-être les altcoins majeurs comme le BNB, l'Ethereum? Ouais, bah en fait, c'est-à-dire que pour moi, il faut toucher à tout en fait. C'est-à-dire que quand on crée un portefeuille, on va toujours en fait prendre le Bitcoin, l'Ether et ensuite éventuellement du BNB et après essayer en fait de toucher au secteur d'activité. Donc moi aujourd'hui, je commence à être plutôt friand de tout ce qui touche aux indices, hein. Euh, Grâce à la DeFi notamment, tu as les indices maintenant qui sont décentralisés, même centralisés, hein. Ça existe également, des indices DeFi, indices
indices sur les NFT. Et c'est vrai que moi, je recommande, même aujourd'hui, en fait, oui, d'avoir un portefeuille Bitcoin, principal altcoin et les deux principaux secteurs qui sont justement la DeFi et les NFT. Donc oui, clairement. Après, oui, tu pondères en fonction du risque que tu as envie de prendre. Les NFT, il faut faire super attention parce que on a eu une première phase de bulle qui commençait un petit peu à se calmer, même si je pense qu'il y a encore du potentiel. La DeFi est peut-être plus mature aujourd'hui, mais il faut quand même faire relativement attention parce qu'il y a toujours un peu de tout. Il y a les gros projets et tous les autres petits projets qui font un petit peu rêver. Mais c'est toujours pareil pour moi. Les gros projets aujourd'hui sont amenés à rester. On prend les projets comme Aave, Compound, Uniswap, SushiSwap, etc. Ça va être quand même compliqué en fait de les détrôner aujourd'hui. Sur la BSC, on a quand même le projet PancakeSwap qui est quand même pas mal et Venus. Mais il y a trop d'écosystèmes et il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Ça, il faut aussi le prendre en compte parce que là, je te parle de Ethereum et de la Binance Smart Chain. Mais après, putain, t'en as vraiment à l'appel en fait aujourd'hui, quoi, des écosystèmes. Mais voilà un petit peu, enfin, sans trop divaguer par rapport à la question, mais Ouais, non, mais très bien, non, non, mais c'est bien. Non, non, la réponse était bien. Alors maintenant, quels sont tes 5, alors là, exercice un peu plus difficile, plus délicat peut-être, quels sont tes 5 cryptos favorites pour les non, mois à mais en venir? fait, ouais. Bah, alors pour les 12 prochains mois, en fait, ça j'aime pas trop parce que en fait, de nouveau, on n'en sait Ça rien. fait long. Ouais. Croire qu'on peut être capable de prédire qu'une crypto va prendre de la valeur sous 6 mois, 12 mois, etc. J'ai envie de te dire, en fait, c'est si le marché monte, bien sûr que tu as des chances d'avoir raison. Si le marché dans 6 mois passe en mode baissier, tu as beau prendre n'importe quelle crypto, elle va pas du tout monter, tu vois. Mais en tout cas, ben, en fait, on va revenir à ce que je viens de te dire. En fait, pour moi, en tout cas pour la plupart des débutants, ce qu'il faut toujours aller chercher, c'est déjà le Bitcoin. Ne jamais en fait croire qu'il faut être que exposé aux altcoins. Ça après, c'est de la pure gestion du risque, hein. Mais tu dois toujours pondérer un portefeuille en Bitcoin. Ça, pour moi, en tout cas, c'est obligatoire. Donc Bitcoin, les principales alts, tu vas retrouver l'Ether et le BNB. Après, c'est chacun qui a ses affinités. Tu peux prendre du Cardano, du Polkadot. Mais voilà, en fait, il faut les choisir après. Et ensuite, se diversifier. Comme j'ai pu te le dire, sur les indices. Aujourd'hui, il y a deux tokens qui sont intéressants. Il y a le DPI, donc le DeFi Pulse Index de token 7. Donc, c'est un token qui représente un panier de crypto-monnaies dédié à la DeFi Ethereum. Et tu as également le MVI hein, qui est exactement le même, mais pour tout ce qui touche au NFT. D'accord, répète, celui-là, c'est le MVI. MVI, ouais, c'est le Metaverse Index. Qui touche au NFT, au monde du gaming, etc. Tu as quelques limitations dans le sens où pour l'instant, sont des fonds, en gros, sont des tokens qui ne fonctionnent que sur Ethereum. Donc, tu vas quand même être limité aux projets qui sont dispo sur Ethereum, mais ça reste pour l'instant la majorité quand même des projets. Oui, tu n'auras pas les projets de la BSC ou les trucs comme ça, mais c'est déjà, on va dire, plutôt bien pour s'exposer à la DeFi, au NFT. Il existe en fait d'autres indices, mais dans les plus économiques et les plus liquides aujourd'hui, le DPI pèse à peu près dans les 100 millions. Donc, il fait partie, en fait, si on prend les ETF, même dans la finance traditionnelle, ultra spécialisée, tu as même plein d'ETF qui n'ont même pas 100 millions hein, sous gestion. Hein. Donc, pour le coup, ça reste plutôt correct en termes de valorisation. Et même en termes de liquidité, hein, ce sont des tokens que tu peux directement acheter sur Uniswap. Alors, le seul bémol, c'est Ethereum. Les frais du réseau Ethereum qui font que pour acheter pour juste quelques centaines ou même quelques milliers de dollars, ça coûte cher en termes de frais. Donc, c'est vrai que, voilà, que ce soit bien ou pas bien, c'est vrai que pour correctement investir, il faut mettre quand même aujourd'hui des sommes d'argent assez importantes pour que les frais ne représentent pas une grosse dépense quand tu vas acheter en fait ton token, quoi. Ouais, très clairement. Très clairement, tu ne vas pas investir 100 $ pour prendre 50 $ de frais. Ça Voilà. vaut pas le coup. Ouais. On est d'accord. Mmh. Bon,
Hyper intéressant. Je te remercie pour tout ça. On va terminer sur une question. Alors il se trouve que nous sommes voisins puisque nous habitons tous les deux à l'île Maurice. D'ailleurs, on s'est déjà vu plusieurs fois dans ce cadre magnifique. Est-ce que tu peux nous dire simplement pourquoi tu es venu vivre à l'île Maurice? Je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui adorent et qui veulent savoir comment ça se passe ici. Est-ce que tu en penses globalement Alors, de l'île moi, Maurice? j'ai une histoire qui, pour le coup, en gros, moi, je suis venu à Maurice par hasard, tu vois. Donc, je suis venu à Maurice par hasard pour le travail, hein. À la base, j'avais fait un stage en fait dans une boîte en Autriche et j'avais juste l'opportunité de soit rester en Autriche à Vienne, soit partir à Ho Chi Minh au Vietnam, soit partir à Maurice. Euh, et j'ai juste pris Maurice pour le fun. Je connaissais pas Maurice. Pour être honnête, je ne savais même pas où c'était. Mais juste, voilà, c'était une île paradisiaque dans l'océan Indien, proche de la Réunion. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et je suis juste venu comme ça. Donc vraiment, en fait, c'est C'était quand? le hasard absolu, quoi. C'était en 2015. C'était en quelle année? En 2015. Ok. Donc c'était vraiment le hasard absolu. Je n'étais même pas encore à fond dans les cryptos ni rien, tu vois. Et au final, ben, ça s'est amené d'être une place, alors pas vraiment intéressante pour moi d'un point de vue pro, parce qu'au final, j'ai complètement shifté ensuite du monde du salariat, etc. Mais par contre, ça a été une ouverture d'esprit que j'aurais peut-être pas eu en fait si j'étais resté en France. Clairement. Parce qu'à Maurice, en fait, tu es amené à croiser des gens que tu n'es pas amené à croiser quand tu es en France, tout simplement. Tu vas croiser énormément d'expatriés, beaucoup qui viennent pour le travail, mais aussi beaucoup qui viennent parce qu'ils sont entrepreneurs, qu'ils ont des business, qu'ils ont de l'argent. Et c'est un petit peu comme si tu partais à Genève ou à Monaco ou à Dubaï ou dans plein de places où c'est vraiment en fait des aimants d'entrepreneurs, de personnes fortunées, etc. Et tout ça, en fait, ça ne peut être que inspirant. Et c'est vrai que ça m'a donné un gros coup de pied au cul, en fait, j'ai envie de dire, dans le sens où je pensais avoir réussi ma vie avec mon petit diplôme en poche, etc. Et au final, en fait, quand tu arrives là et que tu vois qu'au final, non, non, tu es un mec lambda et que tu n'as rien compris et que tu un petit peu rien compris à la vie, et ben pour le coup, ça te met vraiment une claque. Et je pense que c'est principalement grâce à ça que j'en suis arrivé là aujourd'hui, hein. Je ne serais pas venu à Maurice, à mon avis, il y a de grandes chances pour que je sois encore dans mon petit boulot d'ingé, etc., où je gagnais 2-3 000 balles par mois, ce qui peut paraître beaucoup pour certains, mais ce qui en fait pour maintenant ne représente plus grand-chose quand tu commences un petit peu à comprendre le monde, quoi, on va dire, autre que le monde du salariat, quoi. Ok. Ok. Donc voilà un petit Et peu l'histoire. excellent, excellent. Qu'est-ce que tu penses de ta vie à Maurice? Tu es content aujourd'hui d'être là, Oui. donc j'imagine. Ah ouais, bah écoute, Ouais. ouais, ouais. De toute façon, moi je suis là maintenant depuis plus de 5 ans. Non, non, je pense que Maurice fait partie des endroits où c'est vraiment intéressant en fait de venir. C'est un peu compliqué pour certains parce qu'on est un petit peu loin, on est un petit peu loin de l'Europe et puis ça reste une île. Donc faut aimer la chaleur, faut aimer la mer, etc. Donc c'est pour ça que c'est pas fait pour tout le monde, clairement. Mais je pense que même pour des personnes, je pense que c'est quand même plus adapté aux familles pour le coup plutôt que aux personnes qui sont plutôt jeunes, dans le sens où voilà, c'est un peu compliqué de bouger, il faut toujours prendre l'avion. Euh, Tu vois, par exemple, si tu vas à Dubaï, je pense que c'est peut-être plus adapté à des personnes qui sont jeunes pour aller faire la fête, des soirées, etc., pour aller rapidement en Europe et tout, c'est quand même beaucoup plus simple. Et je pense par contre que pour des familles, etc., pour les enfants et tout, c'est en tout cas moi des retours que j'ai eu, c'est vraiment un environnement qui est vraiment excellent. Donc après voilà, si on aime ou on n'aime pas, c'est comme toujours, hein. De toute façon, on peut pas forcément. C'est comme Dubaï, hein. T'aimes ou t'aimes pas, hein. C'est deux mondes différents. Maurice, c'est pas du tout une grande ville, alors que Dubaï, c'est la méga ville. Donc c'est complètement différent et ça dépend vraiment. C'est propre à chacun. Mais en tout cas, pour moi, je pense que Maurice, ouais, c'est intéressant à tout point de vue en fait. Même autant au niveau de la vie que pour entreprendre, même si bon, dans les cryptos c'est quand même pas si simple que ça. Mais voilà, on n'est pas en France quoi, clairement. On n'est clairement pas en France, même si bien sûr il y a toujours des côtés négatifs. On peut pas avoir que du positif.
Bien sûr qu'il y a des côtés qui sont bien en France, mais tu fais le pour et le contre. Tu as quand même plus de pour à Maurice, en fait. Donc c'est aussi pour ça Ah que ouais. je pense, voilà, ça reste très très intéressant, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il y a un côté à Maurice que je trouve moi très sympa, c'est le fait qu'on soit dans une culture, dans un régime, on va dire, juridiquement plutôt qui tend à l'anglo-saxonne, Ouais, bien grâce sûr. aux 150 ans de présence de l'Angleterre. Et Ouais. d'un autre côté, ils n'ont pas perdu pour autant ce côté culturel francophone. Donc c'est assez plaisant parce qu'on a vraiment, je dirais, presque le meilleur des deux. Moi, Oui, c'est oui, ce qui me plaît ça c'est beaucoup. vrai, oui. Ouais. Et je te rejoins totalement aussi sur le. J'ai beaucoup d'amis ici qui ont des petits-enfants. Et je crois que Maurice, c'est parfait quand tu. Là, je te rejoins totalement. Quand tu crées ta petite famille et que tu as des enfants jeunes, Hmm. etc., c'est le bonheur. Franchement, Ouais, c'est le non, bonheur. clairement, clairement. Après, après c'est vrai qu'un teenager, je dirais que quand on commence à rentrer, quand on a la vingtaine, et là, je pense que c'est. Voilà, beaucoup de jeunes, ils veulent quitter Maurice pour aller faire leurs études ailleurs, et je comprends parfaitement aussi. Ouais, on Voilà. peut être amené à vite faire le tour à Maurice, même au niveau des rencontres et tout. Voilà, après, ça dépend vraiment en fait de là où tu en es dans ta vie, j'ai envie de dire, dans quel stade tu es. Mais je pense que quand tu commences à avoir à peu près 30-35 ans, t'es quand même pas trop trop mal. C'est vrai que si on a la vingtaine, ouais, c'est vrai que c'est pas si facile que ça à mon avis et tu peux être amené à vouloir aller ailleurs. Après, il y a plein de places, même en Europe, hein, tu vas au Portugal et tout, franchement, je pense que tu es quand même plutôt pas mal. Pour entreprendre d'un point de vue fiscal et tout, tu es aussi très très bien. Donc voilà, après, il n'y a pas forcément que Maurice, mais Maurice, après, tu as quand même un certain style de vie que tu auras du mal à C'est un retrouver ailleurs. style de vie. Ouais, C'est ça. C'est ça. ouais, clairement. C'est clair. Bon, ben, en tout cas, je te remercie énormément pour tout ce temps que tu nous as accordé. C'était hyper intéressant. Je te laisserai simplement conclure. Alors, peut-être dire un petit mot sur ce que tu proposes. Alors, ta chaîne CoinTips, ben, elle a quand même d'adhérents, beaucoup Ouais, ouais. d'abonnés. Je sais que tu fais des vidéos que je suis assez régulièrement qui sont très intéressantes. Mais parle-nous un petit peu de ce que tu proposes, en fait, plus dans le détail, peut-être. Ben, on va dire que moi aujourd'hui, donc, je fais, on va dire, mes deux principales activités, c'est soit je fais de la formation, via un club que j'ai appelé Club Invest, qui est accessible pour le coup à tout le monde. Donc dans ça, bon, tu as plein de services, tu as des lettres, des conférences, un espace de formation, etc. Il y a aussi des lettres gratuites qui vont être envoyées. Et bon, au pire, tu mettras le lien, on va dire, euh, pour s'y Ouais, inscrire. Donc, tu as toute la partie formation, entraide, groupe privé, groupe sur Discord, des signaux de long terme et des trucs comme ça qui vont être envoyés. Bon, c'est un panel de services, on va dire, pour essayer à ce que les débutants s'en sortent au mieux dans ce marché. Et après, ben, on a également un. Donc là, c'est un petit peu différent en fait de CoinTips. Il y a également un autre business que j'ai créé avec un associé que tu connais sur Maurice qui est plus une boîte en fait qui fait de la gestion de portefeuille crypto. Mais là, pour le coup, c'est à partir en fait d'un certain capital où tu peux mettre en gestion chez nous une partie, en tout cas, ou tout, hein, si tu as envie, de ton portefeuille crypto. Donc voilà un petit peu ouais. les deux principales activités. Et puis voilà quoi. En gros, voilà grosso modo en fait. D'ailleurs, D'ailleurs, oui. D'ailleurs, je dirais que vous allez retrouver sur mon site internet cryptoparadise.consulting, vous allez retrouver un lien sur justement le fonds que vous gérez, toi et Ouais, Olivier, donc, hein, pour ne ouais, pas me ouais. nommer, et qui êtes les gestionnaires de ce fonds. Donc, vous pouvez retrouver ce lien sur mon site cryptoparadise.consulting et je vous mettrai en relation directement avec Ouais, eux, comme ouais, je l'ai ouais. déjà fait d'ailleurs pour d'autres. Ah ouais, non, clairement. Donc, ben, écoute, je te remercie énormément, Alexandre. C'était encore une fois très intéressant et merci de nous avoir Bah, écoute, accordé tout rien, ce mais temps. merci à toi en tout cas pour l'invitation. Ben, je t'en prie. Alors, à Et très je te dis bientôt. à très bientôt. Allez, bye bye. Bye. Voilà pour l'interview d'Alexandre. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça passionnant. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire. Je trouve sa vision du marché très, très pointue.
On sent que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience et je pense que vous avez certainement, tout comme moi, appris pas mal simplement en l'écoutant et en vous enrichissant de ce qu'il avait à nous dire. Donc encore une fois, un grand merci à Alexandre. Et si vous aimez ces vidéos, surtout abonnez-vous à ma chaîne, cryptoparadise.consulting, c'est mon site internet. Et cliquez sur la cloche afin d'être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. Je crois que vous connaissez tous le principe désormais. Je vous dis à très bientôt.